je vous souhaite à tous les quatre, évidemment, la bienvenue. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir ou de vous revoir, car je crois que vous avez tous les quatre été déjà des intervenants des États de la France, peut-être même certains, plusieurs fois. Donc c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous présente brièvement. Nicole Bacharan, vous êtes historienne, politologue, journaliste, et ceux qui, ici, ne vous connaissent pas ou ne connaissent pas votre voix ont tout simplement oublié d'allumer la radio ou la télévision durant les élections américaines du mois dernier. Vous menez une double vie, en tout bien tout honneur, entre la France et les États-Unis, ce qui fait de vous une des meilleures spécialistes des relations transatlantiques. François Heisbourg, vous êtes aussi un habitué des ondes françaises. Votre base professionnelle est à Londres, où vous exercez les fonctions de conseiller du président de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous faites également partie de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. C'est quoi en deux mots ce Livre blanc? Peut-être que tout le monde ne connaît pas. Je ne sais pas si tout marche, oui. Tout marche. C'est la tentative de programmer, planifier sur une quinzaine d'années la structure de forces militaires et de sécurité nationale future du pays. Le client, c'est le président de la République. D'accord. Thierry de Montbrial, vous êtes membre de l'Institut, fondateur et directeur général de l'Institut français des relations internationales, plus connu sous le nom d'IFRI, auquel, au fil des ans, vous avez su donner un rayonnement qui dépasse largement nos frontières et qui assure probablement, et nous y reviendrons, une forme de l'influence française dans le reste du monde. Maria Roao Rodrigues, vous êtes portugaise, professeure à Bruxelles et à Lisbonne, mais surtout, vous conseillez l'Union européenne, surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous conseillez l'Union européenne pour la stratégie de Lisbonne. Votre connaissance très intime, très approfondie des institutions et des politiques européennes qui sont souvent critiquées par les temps qui courent, on en a encore eu un témoignage ce matin, n'altère en rien un credo robuste pour l'Europe et pour la construction européenne. Je pense que vous aurez à cœur de nous faire partager ce credo tout à l'heure. Clara Guémard, je vais vous donner la parole dans un instant pour ouvrir notre débat. Vous êtes vice-présidente de General Electric International, présidente directrice générale de General Electric France, partenaire également des États de la France. Mais auparavant, selon une tradition maintenant, sinon ancienne, en tout cas bien établie, je demande à Ludo van der Heyden de monter au pupitre et de se livrer au troisième exercice de présentation de l'étude de l'INSEAD. Quel est, Ludo, le résultat le plus marquant que vous avez sorti de votre besace et que vous avez envie de nous faire partager? Alors, le résultat le plus marquant, mais aussi le plus pessimiste, c'est le commentaire sur la méthode. Donc, tout le commentaire jusqu'à présent s'était distingué juste part, juste méthode. Quand la méthode est injuste, les parts, la distribution des parts sera injuste également. Alors, premièrement, c'est quoi la méthode ? Ça, c'est la ligne en mauve horizontale au-dessus. Et au fond, c'est la méthode du tribunal. Donc, l'engagement sur la question. Quelle est la vraie question? Ensuite, l'exploration des réponses. Qui est pour, qui est contre? Ensuite, la décision, l'explication, le juge décide et le juge parle en dernier. Donc, le juge parle en dernier, décide, explique la raison et clarifie les attentes légitimes suite à la décision. En un mot, explication. Ensuite, on exécute. Et bien sûr, exécuter, souvent dans le business, ça veut dire on coupe les têtes. You're executed. Ou bien I'm the Chief Executive Officer. Et alors on devient Chief Executing Officer. Mais l'exécution, c'est l'exécution des décisions, c'est-à-dire que la loyauté. Souvent dans le business, les gens disent, bon, la décision est prise, je ne suis pas sûr que vraiment je vais l'appliquer. Donc ça mérite la guillotine. Exécution, c'est pour ça d'ailleurs, c'est marrant que dans le mot du business, exécution est le mot pour implémentation. Et au fond, c'est parce qu'on implémente tellement mal, je suppose qu'on a substitué par exécution. J'essaie de voir l'humour dans la salle, mais c'est pas très... Non, mais ça va venir, tu sais, on a eu un Et très ensuite, bon déjeuner. Et ensuite, évaluation en fonction des résultats. Donc, à nouveau, l'évidence et la capacité de changer le cours des choses en fonction des résultats obtenus, c'est-à-dire le contraire de l'idéologie.
dire, on perd pas. Alors, quelles sont les méthodes injustes? Je décide d'abord, puis je vais engager les gens. Et puis, comme j'ai déjà décidé, il n'y a pas besoin d'explorer. Il n'y a qu'à dire, il n'y a qu'à faire. C'est le dictateur. Et bien sûr, l'autre déficit de l'injuste méthode, c'est l'incapacité de revoir. Donc voilà ce qu'est la juste méthode, ce qu'est la juste gouvernance, et c'était l'avis des participants. Alors, très important, si vous regardez les chiffres, la qualité de la méthode est fonction de la qualité du début. Donc c'est la qualité de l'engagement qui détermine la qualité de ce qui suit après, y compris l'exécution. Vous verrez que les chiffres commencent en moyenne par 2 qui n'est pas satisfaisant, et puis elles ne font que diminuer. Donc tout est dans le départ. Donc l'idée de la juste méthode, c'est la justice. Commençons lentement, finissons vite. Si on commence trop vite, on va discuter, etc., on ne va jamais y arriver. Alors ça, c'est un peu les chiffres. Les chiffres, c'est la méthode française dans tous les États est insatisfaisante. Le meilleur, c'est l'international. Et là, c'est intéressant. C'est qu'en fait, dans l'international, il y a un tribunal parce qu'on ne peut pas simplement décider et annoncer. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la souveraineté des autres. D'où le tribunal international. S'il est européen, c'est le Conseil des ministres, c'est le Parlement européen. S'il est international, ce sont les Nations unies, etc., etc. Donc dans l'international, il y a des tribunaux. Et là, évidemment, les pays, pour s'accorder, devront être justes. Si on peut dire, si la France ne participait pas à l'Irak, c'était parce que la méthode américaine ou des alliés américains ne semblait pas juste. Donc la souveraineté est nécessaire, ça c'est important, parce qu'elle donne une indépendance d'esprit et de parole. Donc, à l'international, c'est bon. Une bonne méthode donne une bonne pédagogie et donne une évaluation continue. Et le meilleur exemple, c'est la continuité de la France sur l'Europe, parce qu'effectivement, j'ai pris des engagements, il faut que je tienne, et ça c'est le bon point de la méthode actuelle, c'est-à-dire la France, vous pouvez avoir confiance, parce qu'on a pris une décision et nous tenons nos engagements. Merci beaucoup Ludo. C'est une excellente introduction aux problématiques qu'on va aborder au cours de cette table ronde qui est maintenant ouverte officiellement par Clara Guémard. Bonjour à toutes et à tous. Comme j'ai une confiance totale dans la capacité remarquable de Denis pour organiser des événements d'une extrême qualité avec les plus grands experts, comme j'ai une confiance totale dans la qualité de Gilles Legendre à organiser les débats, j'ai accepté d'ouvrir cette table ronde sur les questions internationales à la place de faire ce que j'aimais particulièrement faire habituellement, c'est-à-dire faire la causerie avant le déjeuner, c'est-à-dire vous maintenir en appétit jusqu'à temps que vous ayez le droit de manger. Et je m'apprêtais à faire un exposé comme une bonne présidente de General Electric sur la façon dont un chef d'entreprise d'une entreprise internationale voit la mondialisation aujourd'hui, avec le fait que la mondialisation, elle a été construite par quelques-uns, l'Europe, les États-Unis, la Chine, et qu'aujourd'hui, elle est le fruit de multiples acteurs, qu'elle a été construite par quelques entreprises, peut-être une trentaine, dont celle qui sponsorise cet événement, et qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'acteurs, ce qui fait que la mondialisation, par sa nature, est en train de recréer une nouvelle diversité, donc sans doute plus d'incertitudes, plus de déséquilibres, mais certainement plus d'opportunités. Que la situation dans laquelle nous trouvons, cette crise, est une mutation qui nous permet de casser quelques statuts érigés depuis le début depuis l'après-guerre, certaines idées fausses comme celle qui était qu'un pays mature passe de l'agriculture à l'industrie, puis au service, et puis inventer une nouvelle catégorie qui devait nous emmener jusqu'au ciel, c'est-à-dire celle de la finance, qui fait de l'argent avec de l'argent, et que ce château de cartes s'est écroulé. Mais en entendant tous les débats de ce matin, et comme Denis un jour m'a dit que je n'en faisais qu'à ma tête, je vais en faire qu'à ma tête.
Et je voudrais juste vous dire ce que j'ai ressenti des débats ce matin. On parle de la compétitivité, et j'ai l'impression que la compétitivité, c'est comme l'amour. Ce sont ceux qui en parlent le plus qui le pratiquent le moins. Et on est aujourd'hui dans une situation où les Français, nous sommes le champion du diagnostic. Nous sommes les champions du traitement ou des différents traitements, parce que chacun a son propre remède. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve chez Molière avec le malade malgré lui, ou le médecin malgré lui, ou enfin en tout cas tous ces médecins qui se trouvent au chevet de la France en la regardant, en disant avec compassion, avec une science très détaillée de ce qu'il faudrait faire. Et si on s'arrêtait de se demander pourquoi ? Et si on s'arrêtait de débattre du comment ? Et si on se disait tout simplement que quelle envie on a, quel est le rêve qu'on a, qu'est-ce qu'on veut accomplir ? Moi, je pense aujourd'hui à une femme, et c'est une femme d'aujourd'hui, une femme jeune. Elle est anglaise, mais elle a réussi grâce à la France. Et quand elle avait 4 ans, elle avait un rêve. Et quand elle avait 4 ans, elle ne savait pas comment elle réaliserait ce rêve. Mais elle n'a jamais lâché le morceau avec des échecs, des réussites. Et elle a réalisé son rêve. Elle s'appelle Ellen MacArthur. Ellen MacArthur, c'est une navigatrice. Elle est née dans une famille anglaise. Elle voulait naviguer, elle n'avait personne dans sa famille qui naviguait. Et elle est devenue navigatrice en solitaire. Elle a gagné la course en solitaire. Et quand elle est descendue un jour sur le sol, elle s'est dit, le monde est en train d'essayer de revoir qu'est-ce que c'est que l'économie de la rareté. Et moi, sur mon bateau, j'ai appris la rareté. Comment je peux apprendre cette rareté au monde ? Elle a fait des études des économies, elle a rencontré des chefs d'entreprise un peu partout, et elle a construit une fondation autour de l'économie circulaire. Elle ne s'est jamais demandé si elle pouvait, si elle était légitime, comment elle allait faire, etc. Elle l'a juste fait. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais peut-être dire, c'est qu'on a entendu ce matin, ce matin dire qu'il fallait, comment on pouvait faire pour garder nos acquis, comment on pouvait faire pour garder notre compétitivité, comment on pouvait faire pour garder notre modèle. Moi, quand j'entends le mot garder, j'entends le mot gardien de prison. Il me semble que la vérité, c'est qu'on se fabrique notre propre prison et qu'on s'invente notre propre liberté. Et qu'au fond, dans le monde d'aujourd'hui, que les experts vont nous décrire aujourd'hui, il y a bien sûr énormément de risques, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a énormément d'opportunités et notre pays est capable de le prendre. Et j'ai une petite idée que nous avons élaborée avec quelques-uns, dont certains sont dans cette salle et que j'aimerais partager avec vous à la conclusion, juste pour maintenir le suspense. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clara. Alors, je vous rappelle le thème de notre table ronde. Vous avez bien compris le mécanisme. On a un thème global qui est compétitivité et équité, qui se décline en fonction des orientations de chacune des tables rondes. Pour la table ronde internationale, la question est comment défendre une influence française dans un monde globalisé. Je l'ai un peu réduite parce que c'est quand même plus simple, dit comme ça. Alors, on va essayer de répondre à cette question en abordant la montagne par 4 phases différentes. Le premier alpiniste, ça va être Thierry de Montbrial. Influence et monde globalisé, vous êtes familier absolument des 2 termes. Comment, selon vous, les 2 termes s'articulent-ils ? Y a-t-il encore un sens à parler d'influence d'un pays sur le reste du monde ? Est-ce que c'est encore une notion pertinente ou est-ce qu'on ne caresse pas une sorte de rêve ancien ? Et puis, si ça existe, est-ce que la France peut encore y prétendre ? Comment pourrait-elle à nouveau y prétendre ? Comment ferait-elle qu'elle puisse y prétendre ? Bien, je vous remercie. Je voudrais en effet prendre à la lettre la tâche qui nous est assignée dans cette table ronde et je vais faire une douche froide, je vous le dis tout de suite. Je pense qu'il faut bien que quelqu'un se dévoue pour ce genre de tâche. Je n'ai pas le temps d'entrer dans des nuances, donc si je suis parfois un peu caricatural, je vous demande de penser que derrière mon propos, il y a une capacité à être un peu plus nuancé.
mais je vais quand même être assez brutal. Alors, une remarque préliminaire, je crois que, qu'on le veuille ou non, l'influence est liée à la puissance. Et la notion de puissance continue d'avoir un sens, même si ce sens a pris des formes un peu différentes. Et il y a entre l'impuissance... Vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant. Entre l'influence et la puissance, et l'impuissance aussi d'ailleurs, un phénomène d'hystérésis. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage. On peut vivre un certain temps sur son acquis, dans les deux sens d'ailleurs. On peut remonter une pente, mais remonter une pente c'est difficile, et baisser, généralement, ça prend un certain temps. On peut faire illusion encore pour un certain temps. Alors cela étant dit, ma première remarque, c'est que dans le monde globalisé, et paradoxalement, la puissance continue d'être un facteur déterminant des relations internationales. Et qu'on le veuille ou non, la puissance est liée au AUX, puissance, au sens classique du terme. Les États restent, qu'on le veuille ou non, des acteurs et les acteurs majeurs des relations internationales. Les États-Unis restent et demeureront encore pour longtemps la première puissance mondiale. Les États-Unis agissent avec une certaine cohérence vis-à-vis de l'extérieur, même s'il y a des temps forts, des temps plus faibles, des retraits temporaires pour différentes raisons. D'ailleurs, cette puissance s'exerce également sur le plan économique. Les États-Unis, les présidents américains ont toujours été les premiers voyageurs de commerce de leur pays, et ça continue. Si vous prenez aujourd'hui la Chine est en train évidemment de monter en puissance dans tous les sens du terme, y compris culturel. Et je ferai d'ailleurs aussi à ce sujet une remarque, c'est que l'aspect culturel suit, ou le rayonnement, donc l'influence d'une culture, est toujours un signe d'accompagnement de la puissance. Pour ceux d'entre nous qui avons suivi de près la montée du Japon, par exemple, depuis les années 70 jusqu'au déclin relatif depuis les années 90, c'est absolument flagrant. On a vu, n'est-ce pas, l'engouement pour la culture japonaise, le développement de la culture japonaise qui s'est un petit peu réduit dans les 20 dernières années. Et à l'inverse, regardez le rayonnement de la culture chinoise, le retour de la culture chinoise sur la scène mondiale et naturellement aussi de la langue. Ceci me conduit à mon deuxième point, qui est, où je vais être plus spécifiquement me concentrer sur la France, c'est le recul de la France. Et ce recul, pour ceux qui prennent le temps, d'abord qui voyagent un peu partout, pas seulement toujours aux mêmes endroits, et qui prennent le temps de gratter un tout petit peu, ce recul, il est indéniable. Nous cherchons à nous le cacher entre nous, mais il est indéniable. Je vais prendre des exemples très rapides de 3 pays parmi d'autres où je me trouve aller de temps en temps, et même très souvent pour certains. La Roumanie, par exemple, qui est un pays qui était associé à la notion de francophonie. Il y a tout un passé dans l'Europe orientale qui est lié à la Roumanie. Eh bien, les gens qui parlent français, il y en a encore, certes, mais ce sont les gens qui aujourd'hui proches sont autour sont octogénaires ou autour, et naturellement les jeunes aujourd'hui parlent de plus en plus anglais, et quand ils vont faire des études à l'étranger, c'est de plus en plus aussi aux États-Unis, etc. J'étais l'autre jour au Sénégal pour une réunion internationale. Le Premier ministre a fait, où il y avait un certain nombre de Français et de Sénégalais. Le Premier ministre a fait son discours inaugural en anglais, dans un anglais d'ailleurs impeccable. J'organise moi-même dans quelques jours une grande réunion internationale à Cannes, où il y aura entre autres le Premier ministre libanais, et j'ai dû batailler pour qu'il veuille bien s'exprimer en français. Tout ceci était quasiment inimaginable il y a encore peu de temps. Et si vous regardez les élites de beaucoup de pays, y compris méditerranéens, et les gens qui, par conséquent, sont en train d'accéder au pouvoir sous toutes les formes, je veux dire les entreprises, etc., etc. Et vous regardez que tous sont des gens qui considèrent que la langue normale, c'est de parler en anglais. Et d'ailleurs, pourquoi ne le ferait-il pas? Puisque les Français eux-mêmes parlent en anglais entre eux, notamment dans certains conseils d'administration des entreprises, etc., etc.
Et je crains aussi que la France, malgré quelques efforts, n'ait pas montré depuis ces dernières décennies sa capacité à accueillir des élites dans les universités françaises, ou en tout cas suffisamment par rapport aux besoins de l'influence différée à long terme, puisque tout ça se prévoit sur la longue durée, notamment à travers les étudiants, les études dans les universités. Alors, ceci me conduit à mon dernier point. D'abord, concernant l'influence française plus généralement, première remarque, je reviens sur un point que j'ai déjà formulé, c'est l'affaire d'Hystérésis. Nous avons de beaux restes. Nous avons de beaux restes. Il y a une certaine image de la France qui reste encore, surtout chez les gens âgés, encore une fois. Hein. Hélas, je rencontre de plus en plus de jeunes dans les pays asiatiques, etc., qui ne connaissent à peu près rien de la France, même pas dans certains cas le nom de la capitale. Nous avons quelques très belles entreprises, encore, même si l'image de ce point de vue-là reste toujours associée plutôt aux produits de luxe. Et peut-être que la France n'a toujours pas réussi à se faire connaître aussi pour la haute technologie et des domaines où elle s'est tout de même illustrée, où elle a réussi tout de même à s'illustrer dans la dernière décennie. Nous avons, et j'insiste là-dessus, un très bel héritage dans la tradition politique et diplomatique, car ça compte, n'est-ce pas, la capacité d'un pays à manœuvrer diplomatiquement. Nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, membres permanents, mais nous avons encore un appareil diplomatique de très haut niveau. Mais permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, je le dis encore, parce que si on continue de rogner les dépenses, de décourager les gens de venir, etc., cet appareil diplomatique, il se fatiguera. Et du reste, je demanderai à d'autres que moi de dire combien d'anciens élèves de l'École nationale d'administration aujourd'hui partent le plus vite possible dans les affaires plutôt que de rester au sein de l'État. Et je dirai aussi à François Hesbourg, qui est ici présent et qui est membre de la commission du Livre blanc, je fais moi-même partie des 2 précédents, je crains que le nouveau Livre blanc, qui est un peu prématuré d'ailleurs, on aurait pu attendre un peu plus pour le faire, ne servent un peu d'habillage pour réduire encore le montant que nous sommes capables d'accorder à nos forces armées, lesquelles risquent très vite d'atteindre le niveau de la toile mitée. Une toile mitée, c'est une toile mitée qui un jour brusquement s'effondre. Donc nous devons veiller à tout cela. La France apparaît à l'étranger comme un pays qui a toujours une curieuse instabilité gouvernementale, malgré la Ve République. Regardez, par exemple, j'ai été interrogé hier ou avant-hier, je ne sais plus, hier, je crois, sur la reconduction de Mme Merkel à la tête de la CDU. C'était hier, elle a encore des chances assez sérieuses, je crois, de gagner les élections en septembre 2013. Regardez la continuité gouvernementale dans un pays comme l'Allemagne, malgré le fait qu'elle a un système parlementaire. Donc nous avons une instabilité gouvernementale chronique, malgré la Ve République. Nous avons une incapacité chronique de faire passer nos réformes. Ça fait plus de 20 ans qu'on en connaît la liste. Le débat sur la compétitivité, qui est celui d'aujourd'hui, ici, paraît parfois surréaliste quand on voit tout ce qui est dit et redit depuis une vingtaine d'années. Bref, nous donnons l'impression d'être sur une autre planète. Une instabilité juridique, prenez par exemple les aspects de la fiscalité, et je pourrais continuer la liste. Ma conclusion sera quand même une bonne nouvelle. La messe n'est pas encore dite, et si je pense que la France est capable de rebondir, mais pour qu'elle soit capable de rebondir, il faut que les élites françaises prennent réellement conscience que la situation est grave. Merci Thierry de Montbrial. Petite question peut-être un peu compliquée, mais est-ce qu'il y a des sujets, des grands dossiers qui sont sur le tapis géopolitique aujourd'hui, le Proche-Orient, le printemps arabe, l'Afrique, les relations avec la Chine. Est-ce qu'il y aurait sur ces dossiers, il y a 10 ans ou 15 ans, une influence de la France qui serait manifestement plus visible ou plus opérationnelle ou plus forte? Est-ce que ça se mesure, ce genre de choses? Je ne sais pas si ça peut se mesurer sur 10 ou 15 ans. Si vous prenez le Moyen-Orient, il est évident, par exemple, que dans l'affaire libyenne, quel que soit le jugement que l'on porte
sur ce qui a été fait. On peut a développer beaucoup, mais enfin, on a fait. Voilà. S'il n'y avait pas eu, en l'occurrence, une volonté très forte de Nicolas Sarkozy, dans le cas particulier de la Libye, les choses se seraient passées autrement. Maintenant, si vous me posez par exemple la question de la situation au Sahel aujourd'hui et la question de la menace, la montée du potentiel du terrorisme au Sahel avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc., je pense qu'il y a 15 ans, les affaires auraient été réglées autrement et peut-être sans même qu'on en ait entendu parler. C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup. Je me tourne vers Nicole Bacharan. Alors évidemment, l'un des événements majeurs de l'année écoulée aura été la réélection de Barack Obama, incertaine jusqu'à la dernière minute. Je me souviens, on s'est vu pour préparer notre rencontre quelques jours avant et vous me garantissiez que vous étiez absolument incapable de prévoir l'issue du scrutin qui finalement a été peut-être un petit peu plus marqué, un petit peu plus prononcé que ce qu'on pouvait attendre. Alors, si on rentre dans la profondeur de l'analyse de ce scrutin, qu'est-ce qu'il nous dit de la société américaine? Ce qui a été frappant pour les observateurs très extérieurs que nous sommes et que vous n'êtes pas, c'était précisément que le débat électoral se posait très fortement sur les questions de société et que la société américaine, d'une certaine manière, s'est fortement exprimée à l'occasion de ce scrutin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et qu'est-ce que, du coup, cette société américaine nous dit aussi sur l'avenir des relations des États-Unis avec le reste du monde, puisque c'est aussi en tant que partenaire qu'on est curieux de comprendre ce pays. Oui, merci Gilles. Bonjour à tous. Oui, c'est une élection qui a été très, très riche en enseignements et je crois que essayer d'observer, de comprendre l'évolution de la société américaine, de l'électorat américain et du monde politique qui lui correspond est une manière à la fois souvent d'anticiper l'évolution de nos propres sociétés. Il y a des aspects laboratoires qui restent vrais aux États-Unis et c'est aussi une manière effectivement d'anticiper la suite des relations des États-Unis avec le reste du monde, puisqu'il y a effectivement les conditions militaires, économiques que Thierry de Montbrial évoquait à l'instant, mais il y a aussi l'état de l'opinion qui, dans cette démocratie, a une influence toute particulière sur ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les dirigeants. Tout d'abord, Barack Obama a été effectivement bien réélu. Dans les derniers jours avant l'élection, on a senti un frémissement en sa faveur et ça s'est confirmé dans le résultat. Plus de 3 millions de voix d'écart, 50,8% des voix contre 47,7 ou 8 à son adversaire. Barack Obama est en fait historiquement le premier président démocrate à avoir été réélu pour un second mandat avec plus de 50% des voix depuis Franklin Roosevelt. C'est très signifiant historiquement, puisque Harry Truman en 1948 n'avait pas eu 50% des voix et Bill Clinton, réélu en 1996, était un président minoritaire puisqu'il y avait à l'époque 3 candidats, donc aucun n'avait passé la fameuse barre des 50%. Et en même temps, si cette élection a été disputée jusqu'au bout, c'est que Barack Obama ne partait pas, à certains égards, dans des conditions très favorables et que même dans les sondages de sortie des urnes, les électeurs disaient que le premier sujet pour eux dans cette élection, c'était l'économie, ce qui rejoint effectivement les préoccupations de tous les électorats en Europe, y compris en France, et que sur l'économie, Mitt Romney semblait mieux qualifié, plus qualifié que Barack Obama. Donc il y a quelque chose d'étrange à cette réélection et si on évoque, mais sans s'y attarder, le fait qu'il y a eu un déficit de confiance, d'authenticité, de sincérité de la part dans ce qui concerne Mitt Romney, si sur une élection centrée sur l'économie, avec un candidat républicain que beaucoup créditaient d'une meilleure compréhension, d'une meilleure efficacité possible sur l'économie, il faut croire qu'il y a eu d'autres éléments dans la société américaine qui ont préféré choisir le président démocrate en place, métis comme on le sait, avec certaines options économiques ou sociales qu'est Barack Obama.
Je vais juste un tout petit retour en arrière sur la coalition, disons, qui s'est un peu soudée derrière Mitt Romney. Il a eu une majorité confortable de l'électorat blanc, de l'électorat indépendant et également de l'électorat des personnes qui gagnent plus de 50 000 $ par an. Donc cette coalition-là, elle s'est reconstituée derrière le candidat républicain, et s'il avait obtenu les mêmes pourcentages dans tous ces groupes en 2004, il aurait été élu. Or, il semble qu'avec cette coalition-là et ces pourcentages-là, eh bien, on ne peut plus être élu en 2012 parce que, ça, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, je sais que ce sont des sujets que vous connaissez, mais la démographie américaine a changé, continue à changer, et c'est absolument irrémédiable. Je vous rappelle juste les chiffres, mais je sais que vous les avez certainement vus. Barack Obama a eu 55% du vote des femmes, et ça sonne un peu le glas des ambitions nationales, au moins d'un parti républicain qui voudrait continuer à mettre en avant les questions de contraception, notamment, les femmes considérant majoritairement que c'est une question personnelle. 93% des Noirs ont voté Barack Obama. Ça n'est pas sans importance. En général, 90% des Noirs votent démocrate. Là, c'est plus encore. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils ont voté en nombre plus important que d'habitude parce qu'ils se sentaient très concernés par cette élection. 70% des Latinos ont voté Barack Obama. C'est crucial. On ne peut plus se faire élire à l'échelle nationale si on n'a pas établi un lien de confiance avec la communauté latino. Et pour la communauté latino, il y a un sujet central avant même l'économie, c'est l'immigration. C'est-à-dire la capacité d'un dirigeant à mettre en place une réforme réaliste de l'immigration. Tout le monde sait qu'il n'y en a pas 36 dans le principe. Il s'agit de trouver un moyen de légalisation progressive des 12 millions qui sont sur place, qui ne sont pas légaux, qui ne votent pas, mais qui ont de la famille ou autres qui votent et qui, eux, se sentent très concernés. Et parmi eux, tous ceux qui n'ont pas eu à maille à partir avec la loi, et c'est généralement la très grande majorité. Les Asiatiques américains qui votent davantage, 73% ont voté Barack Obama. Les jeunes, 60% cette fois-ci. Donc, ces transformations démographiques, elles ne vont que s'accentuer. À la fois la présence d'Américains qui ne sont pas d'origine européenne et de nouvelles générations qui découplent, si vous voulez, ce que peut être le libéralisme économique au sens français de la morale et de la religion instituée par l'État. Le Parti républicain est au bout de cette contradiction. Vouloir désengager l'État sur le plan économique et vouloir faire la police des mœurs au niveau national. Mais ce qui est curieux, c'est que ce vote finalement majoritaire était un vote relativement silencieux. C'est-à-dire que pendant la campagne électorale, on a surtout entendu les discours de rupture venus des républicains, et on n'a pas forcément entendu un discours alternatif qui s'opposait à ce discours dominant dans le bruit médiatique. Et c'est pourtant, in fine, ce courant-là qui s'est exprimé majoritairement dans les urnes. Absolument, et ce qui nous ramène au système des primaires. Alors je ne voudrais pas rendre les choses très très douloureuses aujourd'hui, mais bon, restons bien du côté américain. Pas de primaire démocrate cette année pour des raisons évidentes. Mais jamais quand le président est à réélection. Voilà, mais primaire républicaine, que se passe-t-il aux États-Unis ? Ce sont les plus militants qui votent dans les primaires. Là aussi, j'ai l'impression de dire des choses désagréables à tout le monde. Mais voilà, ce sont les plus militants, les plus motivés. Les Américains sont là, épuisés d'élections multiples, puisque les élections locales prennent aussi beaucoup de place, se retrouvent aux urnes, donc vraiment les militants d'une cause. Parmi les républicains, cette année, très souvent les militants anti-avortement, anti-mariage gay, anti-immigrants. Que s'est-il passé ? Les candidats ont offert les options les plus radicales, voire parfois les plus absurdes, à un électorat finalement très limité. On participait aux primaires, si on ramène à l'électorat global, tout le monde confondu, 1 à 2% des électeurs républicains et démocrates confondus. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des candidats
qui avait émis beaucoup de propositions et de points de vue déraisonnables que le pays ne suit pas dans son ensemble. Qu'ils ont payé dans les urnes. Alors, cette société américaine qui est en train de s'affirmer, qui s'est affirmée dans les urnes, qu'est-ce qu'elle lance comme message à ses dirigeants quant au rayonnement qu'elle souhaite que leur pays ait dans le monde? Parce que c'est ça, pour rejoindre notre problématique globale. Et puis on conclura là-dessus et on reprendra évidemment dans la discussion. Si vous avez suivi le débat de politique étrangère qu'il y a eu entre Barack Obama et Mitt Romney, c'était très intéressant puisque Romney avait fait l'ensemble de sa campagne sur ce sujet en disant en gros Obama est faible et moi je serai beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme. Quand ils se sont retrouvés face à face, il y avait à peine d'écart entre eux, d'abord parce que la latitude, la marge de manœuvre est très mince sur tous les grands dossiers qui ont pu être évoqués. Ensuite parce qu'ils s'adressaient en campagne électorale l'un et l'autre à une opinion qui ne veut pas de nouvelle guerre. Les États-Unis, gendarmes du monde, ça n'a jamais été une vocation, une identité, un souhait de la population. Cela s'est fait d'après les circonstances historiques sur lesquelles je ne reviens pas. Mais engager les États-Unis dans une autre guerre, c'est une option presque impossible, ou en tout cas très difficile, ce qui fait que les guerres actuelles qui ont lieu, guerre de drones, guerre d'opérations spéciales, présence des services secrets au sol, il est fortement possible qu'il y ait du monde déjà en Syrie, bombardement à la limite en Iran, guerre cybernétique, attentats ou assassinats ou exécutions ciblées, je ne sais comment les appeler selon les cas, tout ça est accepté par l'opinion comme un substitut valable à une guerre une guerre telle qu'on a pu la connaître en Irak. Sinon, je conclurai en disant que la volonté de Barack Obama d'orienter sa politique étrangère et également ses options stratégiques vers l'Asie-Pacifique est évidente, c'est très fort. Il n'y a pas que les relations avec la Chine, il y a aussi le déplacement d'une bonne partie de la flotte vers le Pacifique, l'entraînement de Marines en Australie, d'unités antiterroristes au Cambodge, sa première tournée à peine réélue dans cette région. Et en même temps, cela se heurte au fait que le Moyen-Orient se rappelle sans arrêt aux souvenirs urgents des Américains. Je dirais peut-être juste quelques mots, si vous en êtes d'accord, Gilles, oui, sur la vision américaine, la vision du pouvoir américain à l'égard de la France à l'heure actuelle. Sur le plan économique et sur le plan stratégique et politique, ça n'est pas négligeable. Thierry de Montbrial a rappelé l'affaire libyenne. Sur la Syrie, la France a pris des positions. Sur le Mali, la coopération entre les deux pays est réelle. Et en même temps, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait que l'influence est liée à la puissance et donc à la capacité française d'avoir une projection militaire à l'extérieur, et ce qui va s'affaiblissant à l'heure actuelle. Et dernier point, voilà, en ce qui concerne l'économie, il y a une grande inquiétude à Washington sur des politiques d'austérité excessive qui ne seraient pas qu'en France, mais également en Europe et sur les répercussions mondiales. Et je l'avoue, une illisibilité pour des responsables américains de certaines options françaises, comme l'affichage d'une taxation à 75%. Ça n'est juste pas compréhensible. Et il y a un attentisme. Voilà, il n'y a pas de panique, pas de peur de se retrouver en Union soviétique, absolument pas, mais une idée qu'il vaut mieux il vaut mieux attendre avant de s'engager davantage dans des opérations économiques en France. Tout à l'heure, Thierry nous disait les États-Unis restent et resteront pour un bon moment une grande puissance, même s'il y a des hauts et des bas. En termes de rayonnement ou d'influence géopolitique et le cas échéant militaire, on serait plutôt dans un bas. Oui, plutôt dans un bas. Je ne crois pas au déclin américain. Je pense que les valeurs, non seulement les valeurs américaines ont une très grande influence, beaucoup plus à l'extérieur de l'Europe qu'en Europe d'ailleurs. La puissance militaire américaine restera la première pour très longtemps. La puissance économique aussi. Il y a des capacités de rebond qui sont tout à fait réelles.
Mais bon, Ce qui l'ensemble du printemps arabe se traduit également par une perte d'influence des États-Unis dans le monde arabe. Ce qui est étonnant sur la puissance économique, vous faites mention des griefs que peuvent avoir les États-Unis vis-à-vis d'un excès de rigueur européen. Ça les inquiète. On peut leur rendre le compliment sur l'excès d'inquiétude que suscite leur pilotage économique, et c'est dans l'actualité. Surtout la crise de 2007. Voilà, exactement. Bien, François Heisbourg, on continue notre voyage autour de cette notion d'influence. Thierry a bien campé ce qu'était le déficit ou le déclin d'influence français. Nicole a bien montré comment l'élection américaine témoignait d'une influence qui est réelle, mais qui ne doit pas se manifester de façon trop évidente, trop claire, trop hégémonique. Il y a un nouvel événement majeur qui s'est produit au cours des dernières semaines, c'est le changement pour quasi-totalité de l'équipe dirigeante à Pékin, à l'issue du 18e congrès du Parti communiste. Nicole disait, les États-Unis sont tentés de rééquilibrer leur diplomatie vers l'Asie. La Chine et les États-Unis sont liés au plan économique et peut-être maintenant au plan diplomatique. Est-ce que tout ça esquisse une nouvelle gouvernance mondiale, des nouvelles zones d'influence, des nouvelles manières d'exercer cette influence et ce pouvoir? Oui, moi je vais effectivement, après que Thierry de Montbrial ait évoqué le versant français, si je puis dire, je vais de mon côté regarder le versant monde globalisé. Qu'est-ce que c'est que ce monde globalisé que vous évoquez dans le titre de cette réunion? Et évidemment, et pourquoi c'est important pour la France que de savoir quelles peuvent être les réponses à cette question. Et un des facteurs qui oblige à se poser cette question maintenant, c'est effectivement le changement de direction en Chine. Alors, pourquoi ce fait-là? Parce qu'après tout, le changement de direction en Chine, ce n'est jamais que des communistes en costume-cravate qui remplacent d'autres communistes en costume-cravate, si je puis dire. Tout simplement parce que pendant 30 ans, la politique étrangère chinoise était très simple, très lisible et en cohérence avec le monde dans lequel elle se situait. C'était une politique où la primauté était donnée au développement économique et social et où la Chine considérait qu'il ne fallait pas montrer la tête dès lors que l'intégrité territoriale de la Chine n'était pas mise en cause. Donc une politique profil bas, et on voyait ça bien au Conseil de sécurité, où la Chine n'utilisait son droit de veto que lorsque des questions liées à Taïwan, par exemple, pouvaient apparaître. Ça a commencé à changer au cours des toutes dernières années, et on va assister dans les mois et les années qui viennent à un vrai repositionnement de la politique étrangère et de sécurité de la Chine, tout simplement parce que le modèle où pendant 30 ans la Chine a fait semblant d'être toute petite, c'est qu'elle était au départ. Et la Chine est devenue une très grande puissance, va continuer à croître et à embellir, si je puis dire, en termes de puissance. Et elle veut que ça se sache. Et qu'elle le veuille ou non, ça se sait. Voilà. Parce qu'en général, les Chinois sont très divisés. C'est la question de savoir s'il faut que ça se sache ou pas. À l'école, il ne faut pas que ça se sache, avait tendance à l'emporter sur l'école. Regardez comme ils sont beaux mes biceps. Je crains qu'on aille plutôt vers la seconde école maintenant. Deux données d'entrée que je voudrais ajouter à celles que je viens d'évoquer. La première, c'est que pour la Chine, les États-Unis, la Russie, le Brésil, l'Inde, les notions de souveraineté, les notions de puissance et les notions d'influence. Parce que disait Clara Guémard sur la compétitivité, il n'y a pas besoin de leur en parler, hein. Ils savent ce que c'est, ils ont une vision très claire. Et nous autres Européens, et je compte la France parmi les Européens, même si nous savons encore un petit peu ce qu'est la puissance et la souveraineté. Et les Européens, eux, sont tiraillés entre un modèle d'Union européenne faible et d'une souveraineté nationale diluée. On est entre deux types d'expressions. On perd sur les deux tableaux, en fait. Si tout le monde faisait comme nous, ça pourrait peut-être très bien marcher. Mais le problème, c'est que notre modèle est réellement tout à fait exorbitant, tout à fait exceptionnel et très minoritaire. Deuxième donnée d'entrée,
Et l'Union européenne, et donc aussi la France, va connaître pendant 5 ans, 10 ans, peut-être davantage, une croissance très faible par rapport à la croissance mondiale, et ceci en admettant le succès de nos efforts d'ajustement. Je pense que vous ne verrez aucune prévision de l'OCDE, du FMI, de la Banque mondiale qui dira le contraire de ce que je suis en train d'avancer. Pendant ce temps-là, le reste du monde bouge. Donc en termes de puissance relative, les Européens, donc les Français aussi, vont perdre du terrain pendant cette période. Alors, le monde globalisé, il y a 3 options pour moi, 3 grandes options. Et elles se résument à 3 séries de chiffres, G20, G2, G0. Le G20, vous connaissez tous, hein, c'est l'organisme initialement financier qui a été ressuscité par Kevin Rudd et Nicolas Sarkozy au début de la crise à l'automne 2008. Le G20 a peut-être sauvé, je dirais même probablement sauvé l'économie mondiale en 2009 à travers les réunions de Londres et de Pittsburgh. Et depuis lors, le G20 ne remplit plus son office. S'il était ressuscité, si les Chinois décidaient, nous allons investir là-dedans, ça va être avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance multilatérale à travers laquelle nous allons à mobiliser notre politique étrangère, notamment économique étrangère. Et pour la France, évidemment, ce serait pas mal. On serait protégé par le caractère multilatéral de l'organisation, et notre faiblesse conjoncturelle et structurelle serait ainsi mise à l'abri. Et par ailleurs, c'est évidemment le schéma qui est le plus de nature à produire de la croissance dans le monde. Donc, y compris, on peut l'espérer par ricochet chez nous. Et probabilité d'occurrence de ce scénario, à ce stade, je le crains assez faible. C'est en tout cas l'impression que j'ai retenue d'une visite assez longue que j'ai faite en Chine à la fin du mois d'août. Mais il est vrai que c'était avant le changement de direction. Deuxième modèle, le G2. Alors G2, c'est Zbigniew Brzezinski qui avait inventé la formule en janvier 2009 à Pékin. Et alors là, les Américains et les Chinois décident ensemble de faire la loi. Alors pour la France, évidemment, ce n'est pas formidable parce que les régulations de la mondialisation se feraient évidemment sans nous. C'est moins intéressant que le modèle précédent, mais c'est un modèle qui pourrait être favorable à la croissance. Et pour la France, il y aurait une conclusion pratique à en tirer, c'est qu'il serait urgent que l'Union européenne et les États-Unis fassent des progrès vers la création d'une zone de libre-échange transatlantique. Vous savez que c'est un sujet qui est assez chaud en ce moment, et il est possible qu'on y aille, puisque dans le jeu bilatéral entre la Chine et les États-Unis, j'imagine que l'on choisirait quand même plutôt le camp américain que le camp chinois, et donc nous aurions intérêt à être dans un rapport de force positif avec les États-Unis, à travers ce genre de zone de libre-échange. Mais évidemment, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est le choc de compétitivité. L'économie américaine a une capacité de rebond tout à fait remarquable, et notamment l'industrie américaine. Et deuxième problème, et le plus important, c'est que ni les États-Unis ni la Chine ne veulent du modèle du G2. C'est-à-dire, il est rejeté très clairement par les intéressés potentiels. Par les intéressés eux-mêmes. Et alors, évidemment, il y a une variante qui est un peu indépendante de la Chine et des États-Unis. C'est un G2, mais confrontationnel, c'est-à-dire une nouvelle guerre froide, bipolaire, dans laquelle l'Union européenne serait obligée de choisir son camp, mais là dans tous les sens du terme, et avec des choix très brutaux, notamment pour des pays comme l'Allemagne. L'Allemagne, depuis le début de l'année 2012, a pour premier partenaire commercial non plus la France, mais la Chine. Oui. Hein, c'est plausible un affrontement compte tenu des liens financiers noués au cours des dernières années entre les 2 pays? C'est ce que disaient la plupart des observateurs en 1912-1913 en concernant l'impossibilité d'une guerre mondiale. Les liens d'interdépendance en matière d'investissement ne suffisent pas. Si vous rapportez
la démographie, l'IDE et les flux commerciaux d'avant 1914 à ce qui est vrai aujourd'hui, vous n'avez pas une très grande différence. Mais on n'est plus dans ce monde-là, il y a des tas de choses qui ont changé, mais les gens qui me disent c'est impossible parce qu'il y a une interdépendance, l'histoire n'est pas très charitable par rapport à cette thèse. Cela étant dit, la probabilité ne m'en paraît pas aujourd'hui très forte. Alors, si je comprends bien, la probabilité, c'est le G0, c'est ça? Alors, le G0. Et on va conclure là-dessus. Et on va conclure sur le G0, c'est-à-dire le vrai monde multipolaire, tel que la France l'a toujours souhaité. Comment on dit en anglais? Beware of getting what you wish for. On le réclamait au moment de la guerre d'Irak. On l'a eu. Chacun pour tous. La loi du plus fort. C'est évidemment un modèle qui est particulièrement mauvais pour les faibles. Or, nous sommes dans les faibles, et l'Europe en général fera partie des faibles. Et c'est aussi un modèle qui n'est pas bon pour la croissance, puisque ce n'est pas la croissance mondiale, j'entends, puisque ce n'est pas un modèle qui produit facilement du consensus. Donc, il y a un vrai risque. J'ajoute que j'ai donné la paternité du G20 à Kevin Rudd et à Sarkozy, du G2 à Brzezinski. Le G0 a aussi un père, et pas de femme là-dedans, je suis désolé, c'est Ian Brummer. En conclusion, je conclus là-dessus. Thierry a évoqué le livre blanc. Comme lui, j'ai fait partie des deux précédents, donc on commence à avoir une certaine histoire là-dedans. Pour l'instant, j'allais dire, d'une certaine manière, ça va. Le budget de la défense est calé, et je touche du bois pour que ça continue, est calé sur l'évolution générale des dépenses de l'État. Donc en 2013, croissance zéro des dépenses de l'État, donc croissance zéro du budget de la défense. Ça a été la promesse du candidat, et c'est pour l'instant, c'est à quoi s'en tient le président. Mais malheureusement, évidemment, l'heure n'est pas à l'augmentation des dépenses publiques, je dis malheureusement pour la défense. On est plutôt en sens contraire. Tant que l'Europe n'aura pas, et la France n'auront pas recouvré la croissance, le processus décrit par Thierry de Montbrial va se dérouler. Et non pas parce que tel ou tel gouvernement aurait fait des bêtises insensées à Paris ou ailleurs en Europe, mais tout simplement, tant que l'Europe sera une machine à produire de la récession, nous allons perdre les marges de manœuvre de la puissance, et la puissance militaire est un des outils de la puissance et de l'influence en général. Thierry de Montbrial va nous quitter dans une seconde. Je voudrais vous poser à tous les deux une question, parce qu'il y a une sorte de... C'est une question un peu malicieuse. Je pense qu'aucun de vous deux ne pense qu'il ne faille pas remettre de l'ordre dans les finances publiques françaises, notamment dans une optique de puissance que nous pourrions recouvrer. Est-ce que vous pensez néanmoins que dans cette optique de réduction des dépenses publiques, il faudrait sanctuariser les dépenses diplomatiques d'un côté, les dépenses militaires, c'est-à-dire les sortir de l'effort de rigueur que par ailleurs l'État doit consentir dans des proportions qui sont quand même pas tout à fait ridicules? Peut-être Thierry d'abord, puisqu'il va partir. Voilà, Thierry. Bon, je présume que nous ne serons pas en désaccord, François et moi, mais je vais répondre indirectement comme un jésuite si je l'étais. Le problème, c'est que quand on doit réduire les dépenses de l'État, ça on le sait depuis des années et des années et des années, on réduit ce qui ne résiste pas, là où il n'y a pas de lobby, là où il n'y a pas de parade, de syndicats qui vont les... Je n'attaque pas les syndicats, mais de tout ce qui peut exercer des contre-pouvoirs. Or, rien n'est plus facile que de diminuer les dépenses de défense, parce que seuls les experts, il faut attention, et ce n'est pas les généraux qui vont défiler. Et en ce qui concerne l'appareil diplomatique, encore moins. Et d'une manière générale, je crois qu'il y a beaucoup de dépenses qui globalement sont faibles en pourcentage par rapport à l'ensemble, mais qui sont très importantes pour l'influence de la France et qui, elles, sont sabrées d'une manière un peu systématique. Et pendant ce temps-là, évidemment, on ne réduit pas les gros postes que tout le monde connaît et que je n'ai par conséquent pas besoin de décrire. François ? Oui, alors deux points. Le premier, je serais le plus heureux des hommes si on pouvait sanctuariser
les dépenses militaires et diplomatiques, ce que je constate, c'est que cela n'arrive à une exception près. Ça n'arrive dans aucun État industrialisé aujourd'hui. Les États-Unis prévoient une réduction de 550 milliards de dollars de leurs dépenses militaires sur 10 ans, chiffre qui pourrait être doublé s'ils font le saut par-dessus le fiscal cliff prévu dans 26 jours et je crois 14 heures. Ouais. Puisque maintenant il y a une horloge sur CNN, je ne sais pas si vous avez repéré ça. On a déplacé l'horizon de fin du monde. On croyait que c'était le 21 décembre, puis on a gagné quelques jours. Donc dans aucune démocratie industrialisée, la sanctuarisation n'est pratiquée, sauf en Pologne. Finalement, si tout le monde baisse, c'est pas si mal, non? Alors, attendez, j'essaye de répondre à votre question. Je veux bien qu'on enchaîne directement en disant, bah oui, si vous partez du principe que nous vivons dans un monde de bisounours, avec un Moyen-Orient apaisé, avec aucune dépendance énergétique de nos pays par rapport à ces contrées charmantes, si cela ne vous gêne absolument pas que dans 10 ans ou dans 20 ans, et de beaucoup plus puissants que nous puissent nous dicter leurs lois. Moi, je connais l'histoire de mon pays. On est déjà passé par là avant. J'ai vraiment pas envie qu'on recommence. Mais vraiment pas. Donc la réponse à votre dernière question... Une vraie inquiétude. Je pense que vraiment, nous sommes là dans des types d'investissements qui sont des investissements humains et matériels qui sont à 20 ou 30 ans. La défense, c'est quand même un super pétrolier. Ça ne change pas de direction facilement. Une fois que ça change de direction, ça va très bien. Mais pour revenir à votre question, l'initiale, la sanctuarisation est probablement impossible pour des raisons démocratiques. Cela ne veut pas dire, c'était le début de votre question, les dépenses de l'État, moi je veux bien qu'on les réduise, mais je voudrais rencontrer l'économiste qui puisse me citer l'exemple où une récession accompagnée par une réduction des dépenses publiques se traduit par de la croissance. Et je ne connais pas d'exemple. Nos amis allemands qui sont exemplaires et qui nous le rappellent volontiers, lorsqu'ils ont fait leur ajustement structurel il y a 10 ans, Hartz 1, 2, 3, 4, nos amis allemands ont fait exploser avec la complicité française le pacte de stabilité de Maastricht. Ils ont plafonné les 3% gaiement afin d'avoir de l'oxygène pour nourrir leur économie pendant qu'ils introduisaient la flexibilisation du travail, la réforme de la Sécu et compagnie. Une fois qu'ils ont fait le travail, à ce moment-là, ils ont pu commencer à faire de la vertu budgétaire. Nous, on nous demande de faire tout à la fois, et le tout à la fois, encore une fois, je n'ai pas encore vu d'exemple de succès, mais je suis très preneur. Une petite musique assez différente quand même de ce qu'on a entendu ce matin, mais elle est absolument intéressante, et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que vous la reliez à la dimension géopolitique. Vous restez là, hein, tous les deux. Thierry de Mondrial avait vraiment une obligation qui n'était pas prévue et qui nous a quittés avant la fin, mais nous devons entendre maintenant Maria Joao Rodriguez. Maria, durant les 3 premières interventions, l'Europe s'en tire quand même pas terrible. L'Europe a été citée plusieurs fois par les uns et par les autres, et toujours dans des termes qui soulignaient sa faiblesse économique, sa fragilité structurelle, son hésitation sur ses modèles de gouvernance, son recul d'influence par rapport aux pays émergents, voire aux pays des États-Unis. Tout ça n'est pas extrêmement réjouissant, et ce matin, vous étiez là aussi pendant une grande partie de notre matinée, ce que vous avez dû entendre n'a pas dû beaucoup vous plaire. Alors, quel est le constat que vous dressez? Est-ce qu'on se trompe quand on parle de l'Europe dans ces termes-là, ou est-ce qu'on ne voit qu'une partie de la réalité? Merci bien, Gilles. Bon, en fait, ça m'appartient à moi de parler de l'Europe. Et je vais le faire en me basant sur mon propre expérience auprès du Conseil européen, sommet avec des partenaires internationaux, mais aussi en tour récent de capitale que je viens de faire exactement pour
écouter des opinions sur sortie possible pour cette crise de la zone euro. Mais laissez-moi faire une petite remarque préalable sur la question soulevée par Thierry de Montréal à propos de puissance, influence, leadership. Je pense qu'il est important de partir du principe que influence dépend de puissance militaire, politique, économique, culturelle. Il y a plusieurs dimensions. Et disons que jusqu'à récemment, l'Europe restait toujours faible sur le volet militaire, mais pas du tout faible sur le volet économique, y compris culturel. Donc il faut regarder les différentes dimensions d'influence. Mais ceci dit, on est dans un monde nouveau. La gouvernance mondiale est en réorganisation, comme François a bien souligné. On vient d'assister à une clarification du leadership américain et chinois pour les années à venir. Et maintenant, l'Europe est en face d'une vraie difficulté qui est celle de savoir comment sera le leadership du continent européen pour les années à venir. C'est pas du tout clair. Mais j'aimerais bien souligner que c'est hors question, il me paraît, une sorte de retour au passé en ce qui concerne les modèles d'influence de l'Europe. On est dans un rééquilibrage mondial qui va continuer vers l'Asie. Et donc, la grande option pour l'Europe, c'est ou bien le déclin, ou bien le repositionnement dans un nouveau rôle qui peut toujours être influent dans le monde, mais certainement dans des termes différents. Ceci dit, le potentiel d'influence de l'Europe, et je dirais pareil pour la France, ça dépend à mon avis de la réponse qui va être apportée à cette crise qui est là maintenant, et qui, à mon avis, n'est pas seulement une crise financière ou même pas seulement économique et sociale. Je pense qu'on est en face d'une crise majeure du processus d'intégration européenne. Et je le dis comme ça parce que quelques piliers fondamentaux du cadre qu'on connaissait sont maintenant questionnés, pas seulement par des gouvernements, mais notamment par des citoyens avec des points de vue assez différents. Donc, l'idée clé que j'aimerais soutenir, c'est la suivante. L'Europe a toujours un grand potentiel, mais elle a besoin de résoudre ce problème de leadership pour la nouvelle phase d'intégration européenne. Et cette question va se jouer sur la réponse qui va être apportée à cette crise qu'on appelle crise de la zone euro, à mon avis. Je peux vous dire, et donc c'est mon thème final de cette intervention, je viens de faire ce tour de capitale pour tester la perception sur cette crise, les scénarios qui sont identifiés possibles comme pour la sortie de cette crise. On se met d'accord pour dire il y a une composante financière très importante qui ensuite a déclenché un risque de récession économique, un vrai coût social. Mais la perception de la gravité de la crise est très différente et la perception des solutions est aussi assez différente. Ceci dit, et maintenant je reviens à notre dialogue européen avec nos partenaires internationaux qui évidemment maintenant signalent l'Europe d'une manière préoccupée puisque l'Europe est devenue un défi ou même une menace pour l'économie mondiale à cause de cette crise. Il est bien de souligner que ce n'est pas une crise quelconque. C'est une crise d'un système avancé de gouvernance, pas seulement multinationale, mais supranationale, et d'un continent qui était à la recherche, disons, d'un nouveau modèle de croissance, plus compétitive, mais aussi plus vert et plus cohésive. Donc ce n'est pas une crise quelconque.
Et c'est une crise importante pour l'Europe, mais en fait avec aussi de l'intérêt pour le monde, parce qu'elle pose une question plus de fond qui est très simple. Si on se met d'accord sur le besoin de préparer ce nouveau modèle de croissance, et on pourrait dire qu'en Europe, on avait adopté une stratégie dans cette direction, ensuite on est bloqué par un vrai manque de moyens. Et c'est une question générale qui peut se poser dans d'autres régions du monde, mais ici, elle est maintenant centrale. Alors, dans mon tour de capitale, la conclusion que j'ai retirée, c'est fondamentalement la suivante. La crise est évidemment perçue comme centrale dans quelques pays, elle n'est pas du tout perçue comme centrale dans d'autres pays. Mais ensuite, pour les scénarios de sortie de crise, la majorité des opinions va dans le sens d'éviter évidemment la catastrophe, ce qui serait un scénario de catastrophe déclenché par exemple par le défaut souverain d'un pays ou plusieurs pays, avec un risque de sortie de ces pays. Et en général, ce scénario est vraiment considéré très risqué parce qu'on considère qu'on ne pourrait pas contrôler l'effet de domino. Donc en général, il est rejeté. Mais on ne peut pas dire que le risque n'est pas là. Le risque peut être là. Ensuite, on se dit, ça veut dire qu'il faut avoir un scénario de réponse à la crise, mais il y a des acteurs qui préfèrent un scénario de tâtonnement de solutions. C'est qui? Vous les avez partout. C'est pas des pays, c'est à l'intérieur des pays ou c'est à des pays? À l'intérieur des pays, mais aussi entre gouvernements. Il y a des gouvernements qui sont plus prudents là-dessus. Par exemple, des noms. Je pense que vous les connaissez. Je vais pas non. Même François Hesbourg ne les connaît pas. Non, sérieusement, parce que c'est intéressant. Est-ce que la France est plutôt dans ceux qui tâtonnent ou dans ceux qui ont une idée? Est-ce que l'Allemagne est plutôt dans ceux qui tâtonnent Je vais répondre à cela d'une manière plus précise en disant le suivant. Pourquoi exactement tout le monde se demande pourquoi on est déjà à plus de 25 sommets du Conseil européen, pas capable d'apporter de réponse crédible à cette crise. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a encore de grandes divergences. C'est pourquoi. Maintenant, par coïncidence, on est à la veille, la semaine prochaine, d'un Conseil européen qui est supposé discuter un plan d'ensemble, disons, pour ce qui serait un troisième scénario de sortie de crise, pas le tâtonnement, mais ce qu'on appelle compléter l'union économique et monétaire, puisqu'on reconnaît maintenant qu'il y a un vrai problème de l'architecture de l'union économique et monétaire. Et donc, il y a maintenant toute une discussion sur ce qui manque, ce qu'il faut construire, et c'est là qu'on a des points de divergence, et je vais terminer comme ça en disant, à mon avis, le leadership européen dont l'Europe a besoin va émerger à partir des acteurs capables d'apporter une réponse crédible à ces divergences. Des acteurs capables d'apporter une réponse qui soit perçue comme efficace et relativement juste pour répondre à une crise qui a des impacts très différenciés sur le terrain. Alors, il y a 3 questions clés. Et je vous les signale parce qu'à mon avis, et on revient au rôle de la France, c'est très important d'avoir la France active dans ce débat. Alors, les 3 questions alors. Les 3 questions. La première concerne comment peut-on rétablir le fonctionnement normal du système financier, puisqu'on n'est pas là. On a maintenant une crise très grave, fragmentation du système financier européen, d'après des lignes nationales. Première question. Deuxième question. Mais ça veut dire que pour y mettre, il faut
accepter que si on a des instruments européens de rééquilibrage des banques, il faut aussi que les banques nationales puissent être suivies au niveau européen. C'est ça l'échange politique. Le bargain. Le point difficile à négocier. Deuxième point difficile à négocier, si on veut des instruments plus forts de soutien à l'investissement européen pour la recherche, infrastructure, innovation, éducation, etc., il faut accepter que les politiques économiques nationales puissent être aussi suivies plus en détail au niveau européen pour renforcer leur coordination. Donc de nouveau, un point difficile à négocier. Et troisième point encore plus difficile, c'est si on veut doter l'Europe d'instruments plus efficaces de gestion de la dette publique pour rendre les coûts d'émission de dette publique plus raisonnables et pour réduire la dette publique et le déficit. On l'appelle souvent Eurobonds. Il faudrait accepter un suivi aussi plus détaillé des budgets nationaux. Quelles sont les chances qu'on avance sur ces trois questions et quels sont les pays que vous voyez capables de les faire avancer? Et puis on va conclure là-dessus. Bon, c'est là qu'on a les vraies difficultés. Je pense que vous comprenez tous pourquoi ces questions sont tellement difficiles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut apporter une solution qui permette à l'Europe de reprendre une route qui combine en même temps stabilité financière, rigueur budgétaire et reprise de la croissance et surtout un nouveau mode de croissance. Donc il faut que les réponses apportées aux trois questions que je viens de souligner puissent relancer l'Europe dans cette voie. Donc je termine en disant, voilà un très beau énigme, y compris pour les théoriciens de mathématiques les plus sophistiqués. Ah, Cédric est parti là. C'est dommage qu'il n'est plus là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'émergence d'un nouveau leadership européen, à mon avis, va être intimement liée à la réponse qui va être apportée à ces questions. Et alors, voilà, Maria, attendez. C'est passionnant parce que je pense que, en tout cas, moi personnellement, j'ai jamais entendu, depuis longues semaines ou de longs mois, une analyse aussi claire et aussi concrète et aussi précise. Je voudrais quand même que vous vous risquiez à un pronostic. C'est-à-dire que vous avez fait l'analyse, vous avez campé le décor, vous nous avez dit sur quels critères il faudrait que nous surveillions les choses. Simplement, vous, de la connaissance intime que vous avez et des institutions et des pays, quelles sont les chances que l'Europe se remette en mouvement dans les directions même complexes que vous venez de décrire? Non mais je sais bien que vous n'avez pas envie de me répondre, mais parce que quoi, c'est tellement ouvert qu'on ne peut pas le savoir? Ou c'est une sorte de prudence Non, c'est pas par prudence, parce que c'est pas dans mon style d'éviter les questions difficiles. Mais c'est pour ça que je vous la pose. C'est parce que le niveau d'incertitude est énorme. Parce que vous voyez la complexité des questions. On est en train d'inventer l'histoire en Europe. On est en train d'apporter une réponse à une question jamais répondue au niveau planétaire, c'est de savoir comment on avance dans un modèle qui est vraiment de gouvernance supranationale. On est là. On n'a pas de réponse dans les livres. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va dépendre de la séquence de réponse aux problèmes. La séquence va emporter énormément. Mais je pense qu'il faut avoir suffisamment d'acteurs, gouvernement, mais société civile, préparés pour ce mouvement qui est très osé. Parce que je termine avec un mot, ça demande de partager plus de souveraineté au niveau européen. Et donc, le problème est là. D'accord. Bien. Je n'aurais pas obtenu le pronostic, mais après tout, c'est la matière qui veut ça, le sujet, et j'allais dire,
votre honnêteté intellectuelle et scientifique qui justifiera ma frustration, donc je retombe sur mes pieds. Une ou deux questions, et puis ensuite je demanderai la parole à Clara, qui nous a déjà annoncé un topo de fin un petit peu plus long que d'habitude, donc il faut que je l'intègre dans mes calculs, et puis à Frère Samuel. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions sur ce qui a été dit? Est-ce que quelqu'un veut se risquer à obtenir de Maria ce que je ne suis pas parvenu à obtenir, ou à François et Nicole? Non? Bon, alors, dans ce cas-là, je vais demander à Clara de venir. D'abord, je vais vous remercier, Maria, François et Nicole, et puis Thierry, bien sûr, des remerciements posthumes, pour le dernier. Et ensuite, je vais demander à Clara de venir au pupitre et de faire la conclusion de cette table ronde qu'elle nous a annoncée avec un sens du teasing qu'on lui connaît bien là. Merci Gilles, merci aux experts. On a entendu le déclin de l'influence française, on a entendu Obama et le mur de la dette, on a entendu le fait que l'Amérique avait aussi le gaz de schiste et de la croissance, on a entendu que la Chine avance inexorablement, on a entendu que l'Europe aurait une croissance très faible et qu'elle avait une question non résolue qui n'existait pas dans les livres pour la question de sa gouvernance. Alors, on peut se dire que le pire n'est jamais sûr, on peut se dire qu'il vaut mieux avancer dans le désordre que piétiner dans l'ordre, on peut se dire que le mieux est l'ennemi du bien, mais je vous propose, puisque je vous ai parlé d'amour au début, de penser que ce qui fait la force de l'amour, c'est la fragilité. Et je voudrais vous faire un scoop. Et vous lire une déclaration qui a été écrite par Gonzague, Nathalie, Richard, Frédéric, Jérôme, Caroline, Fabrice et d'autres. Je vais vous la lire. J'aime mon pays. Je ne me reconnais pas quand on me met dans une case et qu'on dit de moi que je suis riche, pauvre, blanc, noir, de gauche, droite, étranger, ouvrier, chômeur, patron, jeune, vieux, valide, salarié, paysan ou que sais-je encore. Je suis un bout de France. J'aime mon pays. J'aime vivre avec les gens de mon pays. J'aime l'immense richesse et diversité des femmes et des hommes de tous âges qui l'habitent et le construisent un peu chaque jour. Nous sommes tous un bout de France. J'aime mon pays. J'ai du chagrin quand on l'insulte, quand on nous oppose les uns aux autres, quand on nous ment, quand mon pays va mal à son âme et à son unité. J'aime mon pays. Je suis inquiet de cette crise qui le frappe, qu'on parle de lui comme d'une personne fragile, alors qu'il produit tant d'idées et d'innovations qui essaiment dans le monde. J'aime mon pays, acteur de l'Europe, maître de son destin et de son avenir. J'aime mon pays. Je suis fière de son patrimoine, de son héritage, de sa diversité qui a nourri sa culture et de ses valeurs qui défendent l'égalité et l'universalité. Je me souviens que la France n'a pas toujours été exemplaire, mais n'a jamais été aussi inventive et courageuse que lorsqu'elle était en danger. J'aime mon pays. Je sais que nous traversons une mutation sans précédent. Je ne peux me résigner à ce que tant d'entre nous soient laissés au bord de la route et ne puissent trouver leur place, un travail, un accomplissement. J'aime mon pays. J'ai envie de créer, d'entreprendre, de participer, d'aider. Je sais que les bouts de France que nous sommes, avec leur talent, leur imagination, leur générosité conjuguée, peuvent transformer la France, mon avenir et celui de ceux que j'aime. Cette déclaration, elle sera sur un site qui s'appelle j'aimemonpays.fr et qui sera ouvert vendredi. C'est le vôtre. Vous pourrez aussi vous exprimer, mettre des vidéos, mettre des textes, dire comment vous voulez aider et aimer votre pays. Simone Veil disait ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin. Je crois que la seule façon que nous avons de résoudre tous ces problèmes qui sont devant nous et en faire des solutions, c'est le courage, c'est la confiance, c'est la bienveillance, c'est la façon dont tous ensemble, au lieu de critiquer les uns les autres, nous levons tous les matins en nous demandant qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Je vous remercie. Mais Clara, c'est qui a l'initiative de ce j'aime mon pays? Attendez.
qui est à l'origine? C'est quoi? On a compris la très belle déclaration. C'est pas moi, on s'est réveillé un matin avec quelques-uns et on en avait marre d'entendre tout le temps dire la fiscalité, ceci, cela, les politiques et tout, il faut quitter le pays, moi j'envoie mes enfants à l'étranger, c'est plus possible, des tribunes un peu partout. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on dise qu'on aime notre pays, qu'on est l'un des rares pays où on n'a pas le droit de le dire. C'est des particuliers, c'est des citoyens, c'est des citoyens qui se sont réunis autour de cette initiative. C'est des monsieur et madame tout le monde qui ont envie de... Non, mais on avait juste besoin de comprendre. Voilà, c'est le français. C'est bien. Comme disait l'autre, les vrais gens, c'est ça? Et bien voilà. J'aime mon pays a fait son entrée au Conseil économique, économique, social et environnemental. J'espère que vous serez nombreux à venir signer j'aimemonpays.fr. Merci. Merci Clara. Frère Samuel va venir à la tribune pour la synthèse de la table ronde politique. Ensuite, on s'arrête quelques minutes jusqu'à l'arrivée d'Arnaud Montebourg. Et j'annonce tout de suite que Maria va nous quitter aussi parce qu'elle a son Thalys qui va la ramener à Bruxelles. Et on a compris à l'écouter qu'elle est au moins aussi utile, à mon avis, à Bruxelles qu'elle ne l'était ici cet après-midi. Merci beaucoup, Maria, et à bientôt. Alors j'ai entendu 3 choses. La première, c'est que l'Europe et la France vivaient un moment d'épreuve où, au fond, l'occidentalisation du monde, puisque nous avons désormais colonisé la planète avec notre modèle économique, avec nos représentations de type scientifique et avec nos médias, et qu'au moment où le monde est occidentalisé, nous perdons l'hégémonie sur ce monde, puisque la Chine et l'Inde, en tout cas, les États-Unis un peu à la suite, mais la Chine et l'Inde sont désormais les pays émergents qui décideront des règles, qui pèseront lourd dans la décision des règles mondiales de demain. La question est de savoir, finalement, face à ce choc de la mondialisation, comment se comporter à l'échelle européenne et française, en évitant, la nostalgie de l'empire qui était le nôtre, et en évitant la résignation à ne plus être rien. Et j'entendais alors 2 choses qui me semblent extraordinairement positives. La première, c'est que finalement, quand on est obligé de sortir du cadre qui est le sien, on s'aperçoit que la richesse qui est la nôtre est plus grande que celle qu'on imaginait quand on est en train de déprimer à l'intérieur, et que donc l'Europe était une occasion, était l'échelon de la France vers la dimension internationale, et était un espace dans lequel l'interdépendance à l'échelle européenne était le grand enjeu de la manière de se resituer comme pays, comme nation, d'une manière différente, non pas comme affirmation de soi, dans une juxtaposition des compétences, et même dans une synergie des compétences, mais dans l'acceptation d'une interdépendance en dehors de laquelle l'Europe ne sera rien. Ça m'a semblé intéressant comme manière d'envisager. La France est plus intéressante et plus intelligente, et finalement elle est plus elle-même quand elle se regarde à partir de l'extérieur, quand elle se regarde uniquement à partir d'elle-même. Du coup, la deuxième chose que j'ai entendue, c'est que finalement il s'agit d'un changement de paradigme. Et là, c'est pour prolonger la réflexion de Maria sur la question du nouveau modèle. Le changement de paradigme, c'est-à-dire une mutation de notre humanisme des Lumières, notamment passer de l'autonomie nationale et de l'affirmation de l'autonomie nationale à l'impossibilité de se penser en dehors de la dépendance à l'égard d'autrui. C'est-à-dire concevoir l'Europe plutôt comme une mutualisation des différences et une acceptation de l'interdépendance dans la fragilité réciproque, plutôt que comme une juxtaposition d'égos qui s'affirment les uns face aux autres. Il me semble intéressant que si dans la tête des pays européens, ils ne s'envisagent plus vivables, ils n'envisagent plus leur survie possible autrement qu'en s'appuyant sur les autres, alors la manière de concevoir l'Europe retrouve une place, une manière de penser qui change complètement la manière de vivre, puisque finalement ça devient l'altérité et la dépendance consentie, c'est-à-dire le partage, qui prend le dessus sur l'égocentrage et la rivalité des pouvoirs. Derrière l'enjeu, c'est celui de l'autorité multipolaire. Mais une autorité multipolaire, ça réclame un consentement précisément à la fragilité des gens qui coopèrent ensemble. Il y a quelques exemples d'autorité multipolaire dans les entreprises, c'est-à-dire des entreprises dirigées par 2 ou 3 personnes. À Avignon, puisque je viens d'Avignon où je m'occupe de la culture, il y a un très bon exemple. Ceux qui dirigent aujourd'hui le Festival d'Avignon sont un homme et une femme, qui ne sont ni dans un rapport amoureux, ni dans un rapport de subalternation, et qui arrivent à manager et à faire à 2 ce qu'une seule personne ne suffirait absolument pas à faire. Ils arrivent à travailler sur un champ aussi bien social que culturel,
politique et personnelle, extraordinaire, tout en restant des gens très simples dans leur dimension humaine, ce qui est rare chez les gens qui ont du pouvoir, précisément parce que l'autorité multipolaire est conçue comme une complémentarité intrinsèque et nécessaire entre deux personnes. Et je pense que il me semble que la vraie question, elle est là. Si l'Europe a apporté quelque chose au monde, ce n'est pas une économie qui fonctionne, ça de toute façon, il faudra bien qu'elle le fasse, c'est une question de survie. Mais si elle a apporté à quelque chose au monde, c'est la capacité, pas simplement d'en vivre dans une juxtaposition des différences, ou dans une proclamation idéalisée de la différence, mais dans une acceptation d'avoir à vivre la complémentarité des différences d'une manière exigeante et donc nécessairement difficile, c'est-à-dire dans la prise de conscience que la fragilité dans laquelle nous sommes les uns face aux autres, à l'intérieur de l'Europe, mais aussi à l'intérieur du monde, et aussi à l'intérieur d'un même pays, n'est pas une menace, mais finalement une chance. Qu'en gros, entre la fragilité consentie et l'espérance, il n'y a qu'un pas. Merci, frère Samuel. Merci Nicole qui est restée jusqu'à la dernière seconde. Merci à vous tous. On fait une pause.